enchaîner avec Pascal Heuvel, qui doit être en connexion depuis ce matin, qui a tout entendu. Pascal Lebel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Merci, madame, de nous rejoindre très tôt ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle de consommation et entreprise au CREDOC. Rapidement, le CREDOC, c'est 67 ans de précieuses observations sur nos modes de vie. C'est également une association loi de 1901 qui est prestataire de services et d'études pour de prestigieux clients allant d'Emmaüs au groupe Orange en passant par France Télévisions ou la Banque Postale. Elle est sous tutelle, en tous les cas, son principal partenaire, c'est le ministère chargé de la consommation et du commerce. Qui ne connaît pas le CREDOC? Vous avez la consommation des Français qui n'est pas un secret pour vous. Est-ce qu'on peut parler, Pascal Lebel, d'une évolution nette du comportement de nos concitoyens entre la préservation de la planète et le souci de préserver sa santé? Qu'en est-il des différentes générations, et particulièrement les plus jeunes? Bonjour à tous. L'idée, c'est de vous donner, à partir des enquêtes du CREDOC, les tendances de consommation alimentaire en partant du passé. On va essayer de regarder ce qui peut se passer à l'avenir en utilisant un outil qu'on appelle marketing générationnel, c'est-à-dire qu'on regarde comment les générations consomment pour essayer de deviner ce qu'elles consommeront demain. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir les grands changements de valeur, c'est ça qui change très fortement en ce moment, et de comprendre si les consommateurs, dans les actes, vont aller dans le sens de ces changements d'attente, et si c'est par eux qu'en effet les grands changements vis-à-vis du monde agricole va se faire. Donc le premier point, c'est d'essayer de mesurer les changements de valeur avec des enquêtes du CREDOC. Au CREDOC, on a des systèmes d'enquête depuis 1978 qui sont faits toujours de la même façon. Et ce sont des enquêtes représentatives auprès d'échantillons importants de toute la population française. Et on regarde ce que les gens mangent dans la deuxième partie à partir de carnets alimentaires qui existent depuis 1999. Les carnets alimentaires, ce sont en fait des carnets dans lesquels les Français vont noter tout ce qu'ils mangent à domicile et hors domicile. Alors avec cette diapositive, ce qu'on essaye de voir, c'est quels sont les grands changements de société qui peuvent se faire parce que certaines générations ne sont pas dans les mêmes conditions économiques et dans les mêmes façons de penser. Les travaux qui ont mis en évidence ces différences entre les différents groupes d'âge datent des années 80 et ont été faits sur des grands systèmes d'enquête qui sont européens et sur tous les pays développés. Et donc c'est une façon de regarder les choses qui est commune à tous les pays, États-Unis et Europe. Donc l'objectif, c'est que chacun, vous dans la salle, vous mettiez dans une étiquette selon votre date de naissance. Et à partir de cette date de naissance, on sait quel âge vous avez aujourd'hui, mais surtout, on sait quels sont les événements marquants, et c'est ce qu'on a mis comme nom de génération qui vous ont marqué quand vous aviez 20 ans, au moment où vous avez commencé à consommer, et au moment où vous êtes construit finalement en tant qu'adulte, et que vous avez pu faire vos propres choix. Les travaux qui ont été faits par Engelhardt en 80 ont mis en évidence une très forte rupture entre les individus qui sont nés avant la fin de la guerre, donc les générations réfrigérateurs, rationnement et robots électriques, par rapport aux générations qui sont nées après la fin de la Seconde Guerre, dans une période économique très très favorable, que sont les générations hypermarchés ou la génération mai 68 et toutes les autres. Et les différences les plus fortes concernent ce qu'on appelle des valeurs matérialistes, pour les générations les plus anciennes. Ces générations-là sont nées dans des périodes où il était plus difficile de pouvoir consommer, le pouvoir d'achat était très faible, on avait des guerres, et donc elles étaient très attachées au matériel. On les appelle matérialistes pour cette raison, et notamment au prix des choses, à l'inflation, au pouvoir d'achat. À partir des années 70, eh bien, on a, pour les générations de la reconstruction, des conditions économiques très très favorables, et finalement ces points plus matérialistes pouvaient être remplacés par des questions plus individualistes, plus de bien-être. Et à partir de cette génération hypermarché, toutes les générations suivantes vont être dans cette recherche finalement de liberté individuelle, de plus vouloir appartenir à des groupes, à des communautés, ne plus avoir de groupes qui les dominent. Elles ont voulu plus de liberté, plus de plaisir tout de suite, et plus
de tolérance vis-à-vis des autres en refusant la domination. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui se développe. Dès que l'économie va un peu mieux, c'est le cas en France depuis 2014, ces valeurs-là reviennent. Évidemment, dans les années 2008 à 2015, on a eu une crise économique très forte, donc là sont revenues des questions de pouvoir d'achat, d'un niveau de vie, de prix, mais dès que ça va mieux, on a ces valeurs de recherche de bien-être individuel, de tolérance, et notamment de maîtrise de sa propre vie. Et cette idée qui nous vient des pays plus anglo-saxons, que chacun peut être maître de sa vie et finalement faire ses propres choix. Et c'est ce qui aujourd'hui est un peu indiqué comme norme, que chacun peut, en consommant, en faisant ses achats alimentaires, faire changer les choses. Et notamment, par exemple, manger différemment en essayant de préserver la planète. Pour illustrer mes propos, je vous montre sur le graphique qui se projette finalement les évolutions de valeurs qui sont post-matérialistes, qui sont notamment des valeurs de féminisation de la société. À partir de la génération hypermarché, les femmes ont choisi de travailler, elles veulent maîtriser leur vie et n'acceptent plus la domination de l'homme sur la femme, hein, comme dans les années précédentes, on a pu avoir aux États-Unis des mouvements qui refusaient la domination de l'homme blanc sur l'homme noir. Eh bien, on a cette arrivée de courant de la femme qui veut exister. Et aujourd'hui, dans cette notion de domination, on ne veut plus non plus que l'homme domine l'animal. Et donc là, pour illustrer mes propos, on a des enquêtes qui existent depuis 1978 où on pose cette question. Pensez-vous que les femmes devraient pouvoir travailler dans tous les cas où elles le désirent, alors que les autres propositions de réponse étaient non, elles ne devraient jamais travailler, non, elles ne devraient jamais travailler quand elles ont des enfants en bas âge, non, elles ne devraient travailler que si la famille ne peut vivre avec un seul salaire. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les générations les plus âgées, la génération pénurie, par exemple, toute sa vie, ils ont été que 10% dans cette génération à répondre que oui, les femmes pouvaient travailler quand elles le souhaitaient, alors que dans les générations les plus jeunes, la génération nomade, hein, qui a aujourd'hui 23 ans, ils sont 80%. Donc là, on a un grand mouvement qui est que les générations les plus âgées disparaissent et sont remplacées par des générations qui, à 80%, pensent que les femmes peuvent faire leur propre choix. Et donc ces valeurs sont très fortes en ce moment et elles sont porteuses de différents courants qui touchent l'alimentation, qui sont en premier lieu la protection de soi-même et donc de sa santé. Et ce lien entre quand je mange, je peux aller vers une santé meilleure, en tous les cas dans l'avenir, et c'est ce que les générations très jeunes pensent aujourd'hui. Et puis la deuxième valeur qui se diffuse fortement et qui est nouvelle, qui est en France, parce que dans d'autres pays ça s'est fait depuis beaucoup plus longtemps, c'est cette idée qu'il faut protéger la nature et notamment lutter contre la domination de l'homme sur la nature. Et ça fait partie de courants philosophiques qui sont nouveaux pour la France, alors que dans les pays de culture protestante, dans les pays tels que les États-Unis, ce choix-là a été fait depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est ça qui arrive sur l'agriculture en ce moment. Donc sur la question de la planète, on a une question sur la dégradation de l'environnement et on pose cette question, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Est-ce que ce sont les maladies graves, le chômage, la pauvreté en France, la pauvreté dans le monde, l'immigration, l'insécurité, l'Europe? Eh bien, on voit qu'au cours des années 2000, on a eu une forte progression de l'opinion sur ce qui me préoccupe le plus. On était à 25% en 2008 de gens qui vous disent que ce qui les préoccupait le plus, c'était l'environnement. Ça diminue pendant la crise économique et là, depuis 2 ans, ça devient le sujet numéro 1. Ça augmente de 14 points entre 2017 et 2019. Aujourd'hui, 38% des Français pensent que ce qui les préoccupe le plus, c'est la dégradation de l'environnement. Et là encore, c'est beaucoup plus fréquent chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, c'est cité en premier pour 30% de la génération qui a 20 ans. Dans la génération qui a aujourd'hui 70 ans, ils ne sont que 5%. Et on voit bien que la progression qui s'est faite depuis 2017, elle ne s'est faite pas chez ceux qui ont plus de 60 ans. Pour ceux qui sont plus de 60 ans, ils sont tous à moins de 10% et très préoccupés par la dégradation de l'environnement. Après,
Et de leur point de vue, évidemment, ils ne seront plus là en 2050, alors que tous ceux qui ont moins de 60 ans, ça progresse beaucoup, et les plus jeunes sont beaucoup plus engagés. On sait que les 15-24 ans, en 2019, ils sont 12% à faire partie d'une association pour la défense de l'environnement. En 2016, ils n'étaient que 3%. Donc ça progresse très très vite. Parce que quand on est angoissé sur ces sujets, eh bien la seule façon de lutter contre ces angoisses, c'est d'agir. Et donc les très jeunes vont rentrer dans des associations militantes. Le deuxième sujet qui arrive avec ces changements de valeur, notamment par la féminisation de la société, c'est l'attention portée à sa santé quand on mange. Alors ça date des années 2000, hein. Avant les années 95, on avait très peu de Français qui étaient inquiets de leur alimentation. On voit une très forte hausse entre 95 et 2000 en raison d'une grosse crise qui était la crise de la vache folle. En 1995, avant ces crises, on avait que la moitié des Français qui pensaient qu'il y avait des risques légers ou importants pour leur santé. En 2018, on est à 74%, puisque on a différentes crises qui se sont enchaînées. Les crises marquantes après la vache folle, c'était la fraude avec la viande de cheval et l'affaire Lactalis, avec entre les deux une forte progression des émissions télévisuelles, avec des documentaires qui sont à charge contre l'agriculture ou à charge contre l'industrie agroalimentaire, avec des émissions comme Cash Investigation par exemple, ou Envoyé spécial, ou des documentaires qui ne font pas de controverse, qui donnent toujours un point de vue qui va aller contre un sujet, les pesticides, les nitrates, etc., sans donner le contrepoint des avantages d'utilisation de produits. Et donc les peurs des Français augmentent très très fortement, alors que la réalité des risques, à un instant donné, mourir de quelque chose qui a été mangé, on a 100 cas par an aujourd'hui, on était de 20 000 à 50 000 au début du XXe siècle, donc la mortalité liée directement à l'alimentation à un instant donné a beaucoup diminué, mais ce sont évidemment des travaux scientifiques récents sur les liens entre l'alimentation et les cancers qui vont faire monter le lien entre alimentation et santé. Donc ce qu'on constate, c'est que sur ce lien entre alimentation et santé, ce sont encore les très jeunes qui vont être le plus sensibles à ce sujet-là. On pose une question depuis 95, 97. Pensez-vous que la manière dont les personnes de votre foyer mangent a une influence sur leur état de santé? Bien, dans la génération qui est née entre 87 et 96, ils sont 4% de plus que la génération précédente à penser que oui, il y a un lien entre ce que l'on mange et son état de santé. Et donc, ils sont plus sensibles à la prévention santé. Et on sait que les très jeunes, et ça fait 5-6 ans qu'on le voit, vont boire moins d'alcool, fumer moins de cannabis ou fumer moins de tabac. Donc, ces deux grands mouvements vont complètement changer la relation à l'alimentation d'une partie de la France, pas de tout le monde, de la partie la plus jeune et la plus diplômée. Donc on observe en effet qu'à une question qui est posée à tout le monde, quand on pose la question quels sont les points positifs de l'aliment, si je vous dis aliment de qualité, à quoi pensez-vous? Dans les années 2000, le premier mot cité sur un échantillon de 1000 individus, c'était goût, ce qui était fort en France, c'est bien manger. Manger un aliment de qualité, c'était manger un produit bon au goût, qui avait beaucoup de saveurs, qui était bien présenté, donc il y avait tous ces côtés culturels et traditionnels du décorum de l'alimentation qui étaient importants. Et on voit arriver en 2007 de nouveaux sujets. Ce qui compte, ce n'est pas essentiellement le goût, c'est les beaux produits. Donc on demande à ce que le produit ait un joli aspect, une belle présentation. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir dans les rayons des pommes ou des fruits du même calibre. On a besoin d'avoir des produits qui sont frais, mais aussi beaux et aussi jolis en termes de présentation. Donc c'est deux nouveaux critères qui se présentent. Puis avec la montée des peurs, les 3/4 des Français sont très angoissés vis-à-vis de leur alimentation. C'est devenu la deuxième peur après les accidents de la route. Eh bien, on cherche à se rassurer. Et à partir de 2015, le premier mot cité sur 6 jours d'aliments de qualité, c'est le mot bio. En 2000, le mot n'existe presque pas. Là, c'est le premier mot cité. On veut des produits bio, bruts, des produits de la légume, de la viande, des produits naturels, des produits frais, des produits qu'on va cuisiner. En 2018, c'est toujours le mot bio qui est le premier cité.
mais on voit progresser un autre mot qui est le mot sans. C'est qu'il y a une offre qui se développe qui promet en plus par rapport au bio du résultat dans l'assiette, et donc c'est du sans pesticides, zéro résidu de pesticides, du sans additif, du sans conservateur, puisqu'il y a une peur qui monte entre 2015 et 2018, c'est tout ce qui est ajouté, les produits chimiques qui sont ajoutés dans les assiettes, et notamment par l'industrie avec les produits transformés, donc il y a tout un courant anti-ultra transformé. Et on voit monter tout ce qui va être lié au développement durable et à ce qui pourrait aller dans le sens d'une protection de la planète, le local, des produits naturels. Et il y a cette idée que ce qui vient de la nature va être meilleur et va être plus sain. Et le terme bio est très associé à ça. Ce qu'on constate, c'est que les différences sont très fortes sur l'évolution des représentations de l'alimentation entre les catégories de population les plus éduquées et ceux qui le sont moins, qui sont plus âgés, puisque ça va un petit peu avec, et notamment on le voit ici, ce sont les mots qui sont cités par les gens qui ont bac plus 2 ou plus, ceux qui ont niveau bac, CAP, BEP ou non diplômés, et c'est les mots qu'ils citent et que ne citent pas les autres. Et on voit bien que ce sont ceux qui ont plus du bac qui vont être majoritairement à citer qu'ils veulent dans leur alimentation des produits bio, nutritionnels, qui soient pour l'écologie, sans pesticides. Toutes les peurs sont concentrées dans ces catégories très diplômées et c'est eux qui vont vouloir de la nutrition et vouloir un nouveau type d'alimentation. Ceux qui sont au niveau du bac, ils vont vouloir tous ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché, sans résidus de pesticides, sans additifs, sans sucre ajouté, sans sel ajouté, donc ce qui est le plus naturel possible. Alors que ceux qui sont non diplômés et continuent à dire qu'un aliment de qualité, c'est un produit qui est bon, qui est agréable, qui apporte de la fraîcheur, qui est bon au goût. C'est les seuls à citer le terme goût AOC de ma région, qui soient frais et qui viennent de France. Donc le produit local est produit dans ma région. C'est plutôt pour les moins diplômés. Donc il y a vraiment une fragmentation dans la population entre ceux qui tirent ce mouvement parce qu'ils se sentent les plus angoissés avec cette volonté d'avoir des produits bio et des produits naturels et sains. Si je regarde les différences entre les différentes régions, eh bien, on voit qu'il y a le sud, notamment plutôt le sud-ouest de la France, qui va être plus porté aussi sur ces questions nouvelles, que sont les pesticides, la partie sans conservateur, sans additifs. On voit que dans le sud-ouest, on veut sans colorants, sans pesticides, des produits sans huile de palme, sans OGM. Dans le sud-est, c'est à peu près les mêmes mots, avec le local qui apparaît plus fortement. Et par contre, dans tout ce qui est un peu plus au nord de ces régions-là, on continue à avoir des produits traditionnels. En Ile-de-France, on est plus au traditionnel sur les produits qui portent des labels pour le nord-est. Donc on a encore ici une différence selon les régions. Les différences hommes-femmes, ce sont les femmes qui vont porter les mouvements de recherche de produits sains, de produits sans conservateurs, sans huile de palme, alors que les hommes sont plus pragmatiques et vont rechercher des produits qui sont d'agriculture quand même raisonnée, mais on retrouve ici les produits d'origine traditionnelle et qui viennent de l'artisan, et le goût est beaucoup plus cité par les hommes. Donc les hommes sont restés beaucoup plus sur le modèle traditionnel. Enfin, ce qu'on observe, c'est que par rapport à ces questions d'écologie qui montent, ce qu'on voit, c'est que comme ce sont les catégories les plus éduquées qui vont chercher à aller dans le sens d'une alimentation plus durable, eh bien, ils vont changer de sujet. Et donc là, on a eu pendant des années, entre 2009 et 2018, ce qu'on cherchait quand on voulait aller vers le développement durable, on allait vers le local ou vers le bio. Et bien en 2019, il y a une autre question qui est arrivée, qui est celle des emballages plastiques. Et on voit que le local diminue au profit des emballages recyclables, la quantité d'emballage et les nouveaux matériaux. Donc il y a vraiment des courants des normes qui s'installent autour du développement durable. Et comme les plus diplômés vont le faire de façon distinctive, c'est-à-dire qu'ils vont le faire pour se distinguer des autres, eh bien, ils vont toujours aller vers des nouveautés, des nouvelles questions
Donc après le bio, aujourd'hui, c'est la question du plastique et le local est un peu dépassé par ce nouveau sujet. Alors comment les consommateurs changent réellement le contenu de leur assiette? Est-ce que tout ce que je viens de dire, c'est essentiellement des attentes, des envies d'aller vers du bio, du sain pour les catégories qui tirent la société? Et est-ce qu'ils changent réellement leur comportement? Et c'est là qu'on voit qu'il y a des contradictions, puisque ces catégories de population les plus éduquées, et notamment celles qui vivent dans des zones très très urbaines, elles vont aller spécifiquement dans la restauration hors domicile pour des raisons de praticité, de facilité. Ils passent finalement pas tant de temps que ça à faire la cuisine, et on voit bien que depuis 5-6 ans, on a une très forte croissance sur ce graphique de la restauration hors domicile. Ici c'est en rouge et c'est la part consacrée à l'alimentation, alors que le poids consacré à l'alimentation à domicile par rapport au hors domicile est en train de décroître. La restauration hors domicile progresse très fortement. On observe aussi que tendanciellement, et là on va retrouver des comportements des catégories les plus jeunes qui vont aller vers de plus en plus de snacking, et c'est aussi le cas de tous ceux qui sont dans les villes, qui ont des horaires décalés, tous ceux qui ont des horaires très importants de travail et qui peuvent passer très peu de temps chez eux. Ils vont de plus en plus prendre des encarts, faire des prises en dehors des repas. Ici, dans nos carnets alimentaires que l'on fait, entre 2003 et 2016, la proportion des actes qui se font en dehors du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, le goûter s'est installé, il représente 10%, eh bien on est passé de 12% à 26% de ce qui est pris en dehors de ces 4 grands repas dans l'ensemble de la population quand on prend les 3 ans et plus. Et dans le contenu de l'assiette, eh bien, il y a quand même une chose qui se voit et qui est portée par les catégories les plus éduquées, c'est la réduction de la consommation de produits animaux. On a à la fois depuis une dizaine d'années une accélération des baisses de consommation de viande, et notamment du total produit carné. Dans nos carnets, on a mesuré tout ce qui est consommé à domicile, hors domicile, dans des sandwichs sous forme de hamburger ou sous forme de steak haché, et tout ce qui est produit brut, volaille, viande. Et on voit dans ces graphiques-là qu'on a une forte baisse entre 2010 et 2016. Au total, on est à 12% de moins de produits carnés. Et de la même façon, on a moins 21% de consommation de produits laitiers, de lait, de fromage ou de yaourt. Donc c'est bien mis en application, et souvent c'est sous forme de sandwich, parce que ce qui augmente de façon générationnelle, eh bien c'est la consommation de produits tout prêts, de produits type pizza, type sandwich, ou des consommations de soda, c'est ce qui va le plus augmenter dans les enquêtes de consommation alimentaire. Et ici, on voit bien que la consommation de sandwich, chez ceux qui ont plus de 55 ans, ils n'en ont jamais consommé. Ils ne se mettent pas à en consommer. Ça n'augmente pas parce qu'on a une ouverture de restaurants ou de boulangeries qui vous proposent des sandwichs. Et dans ces générations, on n'en a jamais mangé, on ne se met pas à en manger. Alors que les générations hypermarché, génération service, on en consomme de plus en plus. Et dans la génération plateau repas, on est à 50 grammes par jour. Et la génération nomade aussi. Donc il y a vraiment des changements dans le sens de produits de plus en plus faciles à consommer. Enfin, le dernier point, pour montrer ces contradictions, c'est qu'on constate que la mise en pratique de diminution de consommation de viande, ou d'augmentation de produits bio, ou d'augmentation de produits type j'achète des produits d'occasion au lieu d'acheter du neuf, eh bien elle se fait sous forme plus fréquente pour ceux qui vont aussi prendre l'avion. C'est-à-dire qu'on a ce choix par certaines catégories de population d'avoir moins d'impact sur la planète, mais ils vont le faire sur ces gestes-là et faire des gestes pour leur assiette sans forcément refuser de se déplacer en avion. Plus on prend l'avion, et quand on prend 3 fois par an en dehors des voyages professionnels l'avion, eh bien on est 81% à acheter du bio, alors que ceux qui ne prennent jamais l'avion ne sont que 67% à acheter du bio. Même chose sur la limitation de la viande, on n'est que 41% à dire qu'on limite sa viande quand on ne prend jamais l'avion, alors que quand on prend 2 fois l'avion ou 3 fois, on est autour de 50% à limiter la consommation de viande. Donc on voit que ces actes-là
sont en fait des petits gestes pour aller dans le sens de préservation de la planète, mais on ne va pas forcément jusqu'au bout des choses en refusant de prendre sa voiture ou en ne prenant plus l'avion. En synthèse, dans ce qui a beaucoup baissé et qui continuera de baisser, eh bien, ce sont les produits les plus pratiques, les plus traditionnels, enfin les moins pratiques et les plus traditionnels qui baissent le plus. Ce sont les consommations de fruits, de légumes bruts, de légumes frais, de viande prêtes qui doivent être cuisinées, donc des viandes brutes, des pièces entières, de la charcuterie, les produits laitiers qui baissent, tels que le lait qui baisse depuis très longtemps, les yaourts qui commencent à baisser, les consommations de vin qui sont de moins en moins consommées de façon journalière, et la consommation de pain qui baisse et qui continueront de baisser par effet de génération. Et par contre, ce qui augmente, c'est de plus en plus de soda, de pâtes, de pizza, de sandwich. Donc la viande peut être consommée sous forme de hamburger ou sous forme de plats composés, mais plus de façon brute. Et ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années, ce sont les consommations de féculents type riz et pâtes, parce que c'est pas cher et que c'est facile à consommer. Donc dans ce qu'on peut voir dans les évolutions passées, c'est qu'évidemment en termes de type de produits, les achats de bio, ici ce sont les dépenses en euros par habitant, elles ont fortement progressé en France depuis 2016 et on est passé devant les Allemands en euros par habitant. On est encore très loin de la Suède qui dépense pratiquement 2 fois plus que nous, mais on est dans un pays où on a vu les choses s'accélérer depuis une dizaine d'années, notamment à la suite d'une offre qui s'est beaucoup développée dans la grande distribution. Et il y a des pays par contre, comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, qui en continuent à en consommer très très peu. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a bien une adéquation qui est faite entre les attentes qui évoluent fortement et des changements de contenu d'assiette. C'est le cas de ceux qui sont très engagés, de ceux qui sont plutôt très diplômés et qui, par phénomène de distinction, vont aller vers ces nouveaux comportements. Ce sont ceux qui ont une conscience écologique et qui vont soit acheter de plus en plus de vrac, acheter du local, moins gaspiller, acheter du bio, tout en pensant beaucoup à leur santé. Et souvent, les gestes qui sont plus mis en place, c'est ceux qui vont pouvoir, derrière la conscience écologique, apporter un plus. Donc ça peut être soit ça me permet de gagner de l'argent, soit ça me permet d'être en meilleure santé. Donc on va aller de plus en plus vers des achats de produits à base de protéines végétales qui ont des vertus pour la santé. On peut voir qu'il y aura quand même aussi un autre phénomène qui est que la population vieillit. Quand on vieillit, on mange de moins en moins de viande. Donc on va avoir besoin de protéines qui soient à bonne qualité nutritionnelle pour les populations les plus âgées. Et on pense qu'il y aura besoin de plus en plus de produits type le bleu blanc cœur ou des produits un peu plus riches en vitamines, minéraux, donc une agriculture qui aille dans ce sens. Donc ça, c'est ce qui va être tiré par des catégories à haut capital culturel, c'est-à-dire très diplômés. Comme on a souvent les moins diplômés qui ont envie de faire comme cela, on pense que la consommation de protéines végétales va progresser pour aller vers 50%, alors qu'on n'est qu'à 37% aujourd'hui, et que ce mouvement-là va être tiré et que tout le monde va suivre. Il restera quand même une question pour les plus modestes, c'est qu'ils ne sont pas prêts à acheter notamment des produits bio qui soient beaucoup plus chers. Donc il y a cette question de continuera-t-on à avoir un marché du bio qui augmente, et pour les catégories les plus âgées, les plus modestes, se pose la question de déséquilibre nutritionnel si on ne peut pas leur proposer des régimes alimentaires à base de protéines végétales qui soient faciles à suivre. Et il y a une autre contrainte qui est très forte, en plus de celle du prix, qui est celle de la possibilité de faire soi-même la cuisine quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc on aura toujours besoin de produits plus pratiques, de la restauration, des choses qui soient livrées chez soi pour ceux qui ont des horaires très décalés et qui n'ont pas le temps de passer à faire de l'alimentation. Voilà, je vous remercie.